Bienvenue dans ce vlog où nous allons parler de La La Land. Parce qu'apparemment c'est toujours mieux de faire des comédies musicales et de chanter et de gesticuler dans tous les sens pour faire des films. Donc bonjour tout le monde. Nous allons parler de La La Land réalisé par Damien Chazelle, parce qu'apparemment Damien Chazelle n'est pas français du tout, ni québécois ni quoi que ce soit. Peut-être québécois, cela dit, j'en sais rien, faudrait que je vérifie. Qui nous amène ce film après donc le beau succès de Whiplash, qui est un très bon film, qui nous amène La La Land, film hommage aux comédies musicales hollywoodiennes des années 50, 60 et même certaines actuelles. Également un hommage, enfin une parodie de l'Hollywood actuel presque quelque part. L'histoire de Mia, une jeune fille qui espère devenir actrice, et de Sébastien, un fan de jazz qui voudrait ouvrir son propre club. Le problème, c'est qu'aucun des deux n'y arrive. Elle va de casting en casting, lui s'est fait refuser des crédits et des choses de genre-là, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc ils sont tous les deux un peu bloqués, et un soir, par hasard, ils vont se rencontrer et chacun démarrer une nouvelle vie et s'élancer vers de nouveaux horizons et essayer d'aller vers l'avenir. Je suis pas fan du tout. Mais c'est normal, je suis pas fan de comédie musicale, surtout celle-ci en fait, parce que c'est typiquement le genre de comédie musicale qui mélange un monde réaliste et de la comédie musicale, et c'est vraiment le moment où j'y arrive pas. Moi il me faut soit un truc ultra réaliste et terre à terre, genre Dancer in the Dark, et c'est vraiment elle qui imagine des morceaux de comédie musicale pour s'échapper du monde réel, soit un truc complètement barré, genre Moulin Rouge. Si vous êtes un peu entre les deux, j'ai vraiment du mal. Je crois que Chicago, c'est aussi pour ça que j'ai un peu de problème, et toutes ces comédies qui sont sorties récemment surtout, qui aiment bien essayer de mélanger les deux, et vraiment pour moi c'est le truc le plus absurde du monde. C'est vraiment là que ça se mélange pas du tout en fait, la comédie musicale. Est-ce qu'on mélange ça du monde de tous les jours, même si ce monde de tous les jours est Hollywood. C'est pas, malgré ça, ça reste compliqué. Donc voilà, le concept de base était pas du tout fait pour moi. En plus le film est long, genre long, il fait 2h09 ou un truc dans ce genre-là. Donc j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans, et je dirais que même le côté comédie musicale n'est pas le problème principal, parce que je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça finalement dans ce film. C'est-à-dire que je me souviens de 6 ou 8 passages musicaux, ce qui est pas mal, mais pour un film de 2h09, pas énormément. Et au final, c'est beaucoup plus un film traditionnel avec d'un seul coup des musiques dedans, et c'est vraiment ça que ça m'énerve, c'est que les musiques ne se mélangent pas du tout au reste du film. Je comprends jamais pourquoi elles sortent, pourquoi elles arrivent à tel ou tel endroit. Enfin, je vois jamais le lien entre la chanson à laquelle on part et ce qu'on vient de dire avant. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas généralement, presque. C'est presque juste vous êtes dans un endroit et on veut jouer une musique. Enfin, presque. J'ai presque l'impression que c'est ça. J'ai essayé, pourtant vraiment j'ai regardé les paroles, mais genre le premier truc, la première chanson, c'est celle qui est sur le périph' là, enfin l'espèce de périph', l'échangeur. On dirait une pub pour une marque de bagnole, et le truc c'est bonjour, c'est une nouvelle journée, ça va être génial. Et enfin, ça apporte quoi? Quel est le rapport avec le reste des personnages? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on prenne les personnages dans cet événement-là pour démarrer l'histoire? Enfin, ce qui n'est pas un événement, qui est un non-événement, parce que la circulation est bloquée, donc c'est pour symboliser leur vie peut-être. Même pour ça, enfin, faut pas aller, enfin, c'est quand même pas si ouf que ça, enfin, fallait pas aller chercher si loin que ça. Et mon principal problème, avant de rentrer dans le détail sera beaucoup de la réalisation, parce que ça, c'est ouf. Et l'autre problème, c'est que, non seulement je trouve qu'il y a pas, enfin, que c'est pas vraiment une comédie musicale et que les morceaux musicaux sont pas si intéressants, mais en plus, quand il y en a, ils sont pas marquants. Et je suis désolé, c'est quand même essentiel. Enfin, vous faites une comédie musicale, faut que les musiques soient ultra marquantes. Il y en a 2 qui sont nommées pour les Oscars, là. 2 chansons de ce film. Je saurais pas faire la différence entre les deux. Vraiment, j'ai du mal à voir les différences dans les différentes musiques. C'est, même au niveau des paroles, au niveau de tout ça, il y a rien de, je trouve, vraiment marquant. Il y a pas une chanson avec une thème ou un refrain qui reste vraiment en tête, ou un truc. Vous prenez les musiques qu'il y a là-dedans, il y en a aucune qui est au niveau d'un truc de genre chantons sous la pluie, ou des good morning, we've talked all night through, qui se mélange à l'histoire. Good morning to you. C'est pas marquant, quoi, les musiques qu'il y a dans ce truc-là, alors que c'est le principe d'une comédie musicale. Normalement, vous sortez de là, vous devez être en train de chanter et de fredonner tous les refrains qu'il y a dedans. Là, je fredonnais peut-être vite fait ce qu'il faisait au piano, le truc triste, vraiment triste qu'il fait au piano. Et à part ça, je faisais pas grand-chose, quoi. Enfin, je me souvenais d'absolument rien de ce qu'il y avait dans le film. Il y a aucune musique qui m'a marqué, aucune chanson qui me soit restée en tête.
La seule dont je me souviens, c'est celle qui est une reprise, c'est Irene. Mais c'est la seule que j'ai en tête, quoi, parce que c'est clairement une reprise dans le film en plus. Et c'est ça qui m'ennuie en fait, c'est que je trouve que ce film est très gratuit. Je trouve que tout est fait de façon gratuite pour faire comme on faisait, mais qu'il n'y a pas vraiment de motivation derrière. Alors, comme je suis pas dans le style de la comédie musicale, bien sûr, je peux complètement me foirer et ne pas comprendre, mais je vais vous donner un exemple qui n'a pas rapport avec la comédie musicale elle-même, mais Sébastien joue du clavier, du piano, donc. Il y a un moment où il arrive pas à trouver de boulot, donc il fait des petits trucs pour des petits groupes, et à un moment, il est avec un petit groupe qui fait des reprises de trucs des années 70, c'est là qu'il y a Irene, et il a un guitare autour du cou. Vous savez ce que c'est le guitare? C'est un clavier de musique avec un manche de guitare, et vous le portez autour du cou comme une guitare, mais c'est un clavier. Si vous ne connaissez pas ce que c'est le meilleur instrument du monde. Si vous avez un guitare sur scène, c'est l'instrument le plus cool du monde, il faut absolument utiliser ça. Et ils s'en servent pas dans le film. Il me semble bien, j'ai pas, évidemment, j'ai pas de photographier absolument tous les plans du film, mais je crois bien que dans tout ce passage où ils sont en train de jouer sur le truc, à chaque fois il se retourne pour jouer un truc sur son piano, son clavier de base, mais le guitare qui est autour du cou, il s'en sert jamais. Et c'est quand même con. Enfin, si tu mets un guitare dans la scène, c'est pour ça, quoi. Et bon, s'il le fait, il le fait 2-3 fois, mais ça, il aurait pu faire tout un truc au-dessus, quoi. Avoir un petit moment où il fait un espèce de faux solo, un machin. C'est là-dessus qu'il faut y aller, quoi. Dans une comédie musicale, il y a un moment, faut arriver à te déjanter un petit peu, quoi. Et là, je trouve que finalement, pas tant que ça. Enfin, c'est vraiment très, très terre à terre. Dans cette optique, c'est beaucoup plus proche d'un truc comme Les Parapluies de Cherbourg, des comédies musicales plus restreintes, par un budget français. Mais même ça, c'est comme le film reprend beaucoup l'esthétique ultra fake des comédies musicales de l'époque dans beaucoup de scènes qui font vraiment des passages où ils sont dans des vieux décors en carton avec les trucs peints et des paillettes un peu partout et des machins et des fausses perspectives et tout le bordel. Il y a des trucs qui se mélangent pas, je trouve. Enfin, on a l'impression qu'il essaye de faire tout à la fois et du coup, en fait, il fait rien. C'est peut-être aussi ça le souci. J'ai l'impression parce que on a droit à tout ce qu'il y a dans les comédies musicales. La comédie musicale elle-même, le passage avec juste de la musique sans chanson, qui est le moment de leur romance justement, et du coup, enfin, il aurait fallu qu'il y ait une chanson. On a les claquettes, on a même la scène où il y a un mec qui siffle. C'est vraiment le truc de la comédie musicale jusqu'au bout, quoi, où il y a un moment t'as le mec qui arrive qui commence à faire vraiment, quoi, les claquettes. Les claquettes. Et justement, du coup, ça se mélange dans un truc complètement réaliste. Ils sortent de soirée et elle change de chaussures, elle met des claquettes. Et ils se mettent à faire des claquettes. Et je suis désolé, mon cerveau n'arrive pas à accepter ce genre de choses. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Erreur fatale. Il n'y a pas de lien qui se crée entre un truc et un autre et je comprends pas pourquoi d'un seul coup on se met à chanter, à danser, quoi. Ne me prenez pas pour un débile. Quand je dis je comprends pas, bien sûr que je comprends pourquoi le film a mis une musique à cet endroit-là. C'est le moment charmant, c'est le moment de la drague, c'est le moment du machin. Je comprends. Mais je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on prend des décisions pareilles? Pourquoi est-ce qu'on décide de faire des trucs comme ça? Donc, il y a beaucoup d'allusions à l'ancienne Hollywood, et c'est certainement pour ça que ce film va gagner des tonnes d'Oscars. C'est clairement le film à Oscar. Et y compris l'Hollywood actuel, moderne. Il y a des petits passages, par exemple, mais alors, vous pouvez ne pas être au courant. Je vais vous expliquer, par exemple, peut-être une blague, le coup de la Prius. Vous savez peut-être pas, mais à Hollywood, c'est la bagnole que tout le monde a. C'est l'espèce de bagnole hybride, électrique oui, c'est ça, électrique et GPL ou un truc dans ce genre-là. Ben, je sais plus, je m'y connais pas en bagnole, mais encore moins qu'en comédie musicale. Mais du coup, c'est ça la blague. Il y a un moment où, bon, si vous avez pas vu le film, je vous garde la blague, mais comprenez ça. Tout le monde a des Prius à Hollywood, donc c'est des trucs dans ce genre-là. Il y a un petit passage à un moment où il parle d'un projet de film et il dit oui, on va en faire une franchise et puis un machin, qui est aussi une critique du Hollywood actuel. Mais c'est discret, c'est ultra discret, ça va très très vite dans ce film qui essaye de faire des hommages au cinéma, mais au final ne fait que raconter l'histoire de ces deux personnages, Mia et Seb, qui n'est pas foncièrement intéressante parce qu'on l'a déjà vu dans plein de films sur Hollywood, plein de comédies musicales, etc., etc. Un truc qui est bien, si jamais vous pensez vouloir devenir acteur ou actrice, regardez les castings qui se déroulent dans ce film, parce que vraiment, il y en a beaucoup qui se passent comme ça dans la vraie vie. Et il y a pas de meilleur milieu pour le cinéma pour comprendre que on est spécial comme tout le monde.
c'est vraiment à Hollywood, personne en a rien à foutre que vous ayez un petit truc original. Si vous vous détachez pas foncièrement du lot, si vous n'arrivez pas à capter leur attention, si vous faites pas un truc pour faire, pour marcher, enfin, ils vous verront pas, quoi. Vous serez différent comme tous les autres qui sont ici pour être différents et pour être connus pour la différence. Donc c'est aussi un des messages du film. C'est le film dit t'as quelque chose à vendre, t'as un truc spécial, etc. Oui, d'accord, mais il faut le vendre au bout d'un moment. Et c'est ça qui est très compliqué. Donc c'est peut-être pour ça faire une petite éducation à non, le rêve hollywoodien n'est pas un beau rêve finalement. Et quelque part, je sais pas si j'ai raison, mais j'ai l'impression que le film lui-même est presque anti-comédie musicale. Il y a un drôle de truc déjà, c'est que la comédie musicale s'arrête presque totalement à partir du moment où leur relation amoureuse va pas bien. Et c'est un peu emmerdant. Enfin justement, une petite chanson bien triste sur cette fait quitter, cette fait larguer, un truc dans le genre, ça pourrait être une chanson marquante ou un truc dans le genre. Non, même pas. Et du coup, si on transpose l'histoire concrète du film en symbolique, ça, pour moi, il y a presque une idée qui dit que, en gros, la musique au cinéma, c'est pas bon, quoi. Enfin, ça, c'est pas fait pour marcher. Ce serait surprenant venant de ce réalisateur qui a fait Whiplash et tout le bordel, et qui fait ce film-là, mais je sais pas. Vraiment, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre là-dedans. Peut-être un autre petit truc avant de passer vraiment à l'analyse concrète, mise en scène, et ce qui est cool en mise en scène, parce qu'il y a des trucs très cool en mise en scène, mais en fait, je pensais être beaucoup plus énervé par ce film, et à un moment, je me suis rendu compte que, en fait, non, ça passait bien, et je commençais à me demander, tiens, c'est bizarre, je sais qu'il y a un truc qui devrait m'énerver dans ce film, et ça m'énerve pas, et j'arrive pas à voir ce que c'est. Je m'en suis rendu compte au bout de une demi-heure, une heure, un truc dans ce genre-là, je commence à voir une scène avec, donc avec Seb et Mia, et je vois la scène, et j'attends, et et d'un seul coup, je me dis, putain, mais je viens de comprendre ce qui est différent, Ryan Gosling joue bien! Je crois que c'est la première fois que je vois Ryan Gosling à ce point sortir de son personnage habituel. Il y a un moment où il est juste allongé au lit avec Mia et ils sont en train de raconter, de faire un espèce de petit bilan de leur vie de leur relation amoureuse jusqu'à l'heure actuelle. Le moment où elle discute du nom du bar avec lui, si vous voulez savoir où c'est. Et je les voyais dans le lit et je le voyais en train de s'allonger et faire alors on sait deux choses, on sait machin. Et je voyais son comportement et tout le bordel. Je me disais tiens, mais ça y est, je comprends ce que je trouve de bizarre depuis le début du film. Ryan Gosling a des émotions, Ryan Gosling joue, Ryan Gosling a l'air d'être un être humain. C'est ouf. Donc voilà, c'est le petit truc qui m'a un peu marqué. Et alors du coup voilà, maintenant qu'on a mis de côté tout ce qui me plaît pas vraiment dans le film et tout ce qui rate un petit peu, ce qui globalement marche super bien dans ce film et qui fait qu'à mon avis il va marquer tout le monde et que il aura plein de statuettes aux Oscars, etc. Bon, les statuettes c'est normal, c'est le thème, mais graphiquement, visuellement, c'est assez dingue. Enfin, le travail de ce film est fou au niveau de la caméra. Les mouvements de caméra, et alors il dit qu'il est très inspiré de Max Ophuls, son vieux réalisateur que je connais pas en détail. Mais alors c'est vrai que ces mouvements de caméra sont fous et que c'est vraiment ça qui m'a bluffé quand je suis allé devant le film. Il reprend un truc qu'il avait fait dans Whiplash, c'était la caméra qui fait un aller-retour, mais très vite. C'est ce que je vous ai dit, c'est les caméras font des panneaux, les caméras panotent, donc elles panotent sur la gauche, sur la droite, elles vont dans tous les sens. Et le truc c'est que du coup c'est un mec qui est derrière un pied de caméra en train de tenir un truc et qui fait bouger la caméra dans ce sens-là, puis dans un autre, puis machin. Et du coup, si vous faites des mouvements assez rapides, assez brusques, il faut qu'il y ait des repères précis sur votre truc, il faut que vous arriviez à les atteindre à peu près où il faut, parce que si vous bougez le manche et vous arrivez 10 cm plus loin, vous avez plus que vous devez avoir dans le cadre, et c'est pas bon. Et dans Whiplash, il avait découvert ce truc, un caméraman qui avait Parkinson, ou un truc dans ce genre-là, et qui est capable de faire... Le mec fait des panoramiques, mais à 200 à l'heure, des trucs de ouf. Et ça marche vachement bien pour les échanges musicaux, quand t'as un personnage qui lance une note et qu'il a une autre note qui lui répond, enfin une note ou une phrase, une réplique de chanson. Et il envoie la réplique on va dire que c'est Mia et Seb qui se parlent, il envoie une réplique à Mia lui répond, et du coup la caméra retourne à lui, et ensuite Seb lui fait un truc au piano et ça retourne à elle, et ça se fait vraiment en 2 secondes, donc vraiment ce travail-là est ouf. Mais globalement, la première scène du film est un plan séquence de 6 minutes, 5-6 minutes, ce qui est énorme parce que c'est tourné en pellicule, les pellicules c'est 10 minutes. On a 10 minutes sur une bobine de pellicule, donc si on se plante au milieu de 6 minutes de chorégraphie, autant dire que c'est foutu. Et les mouvements
J'ai marqué quoi? J'avais marqué un mot spécial. Une séquence outrageusement compliquée. C'est... J'aime bien mettre des petits mots comme ça. Vraiment, le caméraman a dû devenir fou à la fin de cette scène. Alors déjà, ils ont vraiment arrêté la portion d'autoroute dans Hollywood, ce qui est très compliqué à faire. Ils ont dû le faire pendant, je suppose, 10 minutes à peine, ou 10 minutes, ce serait juste le temps de la prise. Ils ont dû avoir 1 heure, maxi, ou une demi-heure, mais c'était assez ouf d'avoir tout fait en un plan séquence. Et c'est vrai que le truc, enfin la caméra démarre au-dessus d'un truc, ensuite on a un plan en grue qui va au-dessus, et puis ensuite on va voir en dessous, et puis ensuite on est au milieu des allées de voiture, et puis à un moment on monte, et puis ensuite on va sur le côté, et puis après on fait une tourbillon, et puis après brillant, brillantissime, techniquement parfait, enfin c'est assez dingue. Et il y a un autre passage aussi vachement intéressant où la caméra suit quelqu'un dans un endroit, et il y a de l'eau quelque part. Et la caméra fait tout un truc, elle se promène dans la foule, et d'un seul coup, pouf, la caméra tombe dans l'eau, et elle continue à faire des panoramiques, et à filmer les gens, et à des machins, alors qu'elle est dans l'eau, et puis elle va dans l'eau, et puis elle filme des trucs, et ce qui techniquement est... Bon, je suppose qu'ils ont tout tourné avec la caméra dans un caisson étanche, et puis après ils ont juste sauté dans le truc. Mais vous imaginez ce que c'est comme boulot pour le caméraman? 10 prises où tu dois traverser tout un décor, je vous dis pas ce qui se passe dans le décor, mais tu dois traverser tout un décor dans tous les sens, avec des plans bien précis, des plans de machin, et en plus, au bout de 6 minutes, tu dois jeter dans dans une piscine d'eau, et tu dois te mettre à faire des allers-retours, et des machins, et des panneaux, et plus un tourbillon, et un truc à la fin sur le ciel, et c'est incroyable. Enfin, la réalisation de ce film est dinguissime. C'est ouf. Le travail sur les focales pour avoir des focales extrêmement larges pour faire des plans qui vont vraiment chercher très très loin et qui du coup font des trucs. Il y a des légères, les lignes droites sont courbées, du coup ça fait des trucs un peu ronds parce que les lentilles vont vraiment très loin, mais ça fait du coup les grands espaces de comédie musicale qu'on avait avant. Il y a ce travail de la couleur pour réussir à récupérer des choses très technicolores, donc les personnages sont souvent avec une couleur bien précise pour les identifier. Par exemple, il y a un moment où Mia va dans une soirée avec ses 3 colocataires, et donc il y en a une en bleu, une en rouge, une en jaune et une en vert, et les 4 sont pétantes et totalement unies. Et c'est vraiment ça aussi le travail des couleurs, c'est aujourd'hui en fait on voit moins les couleurs parce qu'on en met plus partout. Donc du coup elles se fondent les unes dans les autres. Il y a des mecs comme moi pour avoir des trucs encore unis. Et du coup là vraiment c'est les gens ont un t-shirt noir, une robe entière de haut en bas qui fait du jaune, mais du jaune cocu pétant, enfin vraiment le truc jaune poussin quoi. Et c'est enfin vraiment tout ce travail est assez dingue, et le travail aussi sur la lumière, parce qu'il y a des scènes qui sont évidemment en plan séquence, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et qui sont tournés à l'instant magique, c'est-à-dire des levées de soleil sur Hollywood, donc où on a la nuit qui est encore noire d'un côté de l'image, et quand on panote de l'autre côté, on a du rose saumon et du bleu vert, et petit à petit un dégradé vers le noir de la nuit qui est en train de se coucher, pour que le soleil se lève, et voilà, quand on est au bout d'une petite route, et il y a des gens qui sont en train de faire des claquettes, et il y a un putain de coucher de soleil derrière pendant tout le plan séquence en plus, donc ah oui, ça, enfin c'est clair, le travail, faudrait que je revoie la liste des sélections pour les Oscars de la meilleure image, de la meilleure photo, mais c'est plié, c'est pour La La Land. Je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est plié. Enfin, avec tout ce qu'il fait dans ce film, c'est clair que c'est lui qui a l'Oscar. L'année dernière, je m'étais gouré pour DiCaprio, prenons les paris, je vais me gourer pour La La Land. Il va pas le gagner. Et puis il y a pas que ça, bien sûr. Là, c'est principalement pour ce que je vais raconter, c'est principalement pour les passages de comédie musicale, mais il y a les passages normaux du film. Et là aussi, il y a un déluge de techniques. Il y a au tout début du film, Mia rentre chez elle et on la suit de la porte à sa chambre à coucher sans que la caméra change d'angle, alors qu'elle passe à travers un mur. Donc on passe à travers le 4e mur. Il y a pas de 4e mur, c'est un décor de théâtre où il y a pas de mur. Et du coup, on la récupère de la porte d'entrée. La caméra s'éloigne, passe derrière le mur qui serait là, imaginons, et on arrive dans la chambre et elle arrive directement dans le lit dans lequel elle se jette en plus, donc le mouvement est parfait, c'est vraiment en un coup quoi. Elle ouvre la porte, elle avance, la porte se ferme derrière elle et elle se jette dans le lit, et elle est pile poil sur le plan, etc. Enfin c'est là aussi extrêmement bien fait, et justement il y a tout ce travail là du décor et un peu l'artificialité du décor. La caméra va beaucoup se trimballer dans beaucoup de couloirs, de beaucoup de trucs, et on sent que les murs doivent être enlevés, qu'il y a des machins. Il y a peut-être même des moments où on sent que la lumière change un petit peu parce qu'ils ont retiré un 4e mur. Pour fermer un côté et faire un nouvel angle, mais ça passe tellement, enfin,
tellement crème que, enfin voilà, il y a pas de quoi se reprocher cet infime petit truc que la plupart des gens ne capteront pas. Il y a un moment où elle veut quitter son boulot et elle oublie quelque chose, donc elle revient en arrière. Et en fait, le truc, c'est que donc elle est suivie en travelling par une caméra, et la caméra est sur une dolly. Je vous ai parlé du panoramique là qui va vachement vite. Ça reste faisable. Déplacer une dolly, un chariot de dolly, c'est encore plus compliqué. Un chariot de dolly, c'est alors la dolly. Le chariot s'appelle la dolly. Et la dolly, c'est un trépied sur roue. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour brancher une caméra, sauf que vous avez aussi 4 roues qui sont soit faites pour être sur des rails, soit vous pouvez les changer, mettre des pneus. Et c'est ça qui permet du coup de faire rouler la caméra et de faire les travelling, où la caméra se déplace elle-même, et c'est pas juste qu'on tourne l'angle de la caméra et dans quelle direction l'objectif regarde, mais on déplace vraiment la caméra elle-même. Et la dolly, seule, pèse 200 kilos. Donc imaginez ce que ça, enfin à quel point c'est, déjà il y a une inertie de ouf. C'est-à-dire que vous commencez à la faire avancer. Si vous voulez arrêter le chariot de dolly, vous devez l'arrêter. C'est vous mettez vos pieds bien ancrés dans le sol et vous la poussez un petit peu en avant et hop, vous l'arrêtez si vous voulez vraiment l'arrêter, quoi. Sinon, elle part à l'avant, elle vous entraîne, ou alors vous l'arrêtez avec un à-coup et c'est pas joli. Et là, il y a un plan où la meuf, elle va derrière le comptoir. Donc elle commence derrière le comptoir. Il y a la dolly qui la regarde. Elle avance, elle se dit ah merde, j'ai oublié. La dolly recule exactement avec elle, revient et elle repart en même temps. Et tu fais ça quand tu regardes ce que c'est qu'une dolly, tu fais. Là aussi, alors là c'est pas le cadreur, c'est le machinot qui déplace la dolly. Et le machinot aussi a dû finir en thérapie dans un truc, dans un coin, parce que pour réussir sur le mouvement, enfin, waouh. Et peut-être un dernier petit truc, il joue même sur certains défauts d'image qu'il arrive à utiliser de façon intéressante. Par exemple, à un moment, je sais pas si c'est volontaire, parce que c'est un défaut d'image véritablement. Quand on fait un panoramique, l'image qu'on regarde bouge, donc on fait bouger l'image. Si on bouge trop vite, ça devient flou. Du coup, enfin, vous savez, si vous filmez quelque chose avec votre portable et que vous d'un seul coup faites ça, vous avez que du flou sur l'image, vous voyez rien. Et quand plus on va lentement, moins on a de flou. Du coup, plus ça reste tranquille. Et si on a une caméra professionnelle, on peut régler l'obturateur, qui est le disque qui tourne, qui permet à la pellicule d'être exposée petit à petit. Et on peut le régler pour être encore plus rapide, pour que du coup on n'ait pas du tout de flou de bouger et qu'on ait juste l'image. Bref, à un moment, Seb est en train de jouer un numéro à Noël, enfin un morceau à Noël, et ça le fait chier, il a pas envie de jouer d'un truc de Noël, il veut jouer du jazz. Donc, pour transcrire que son personnage est détaché de ce qu'il joue et détaché de l'environnement, il fait ce panoramique, et justement il travaille à garder du flou. Donc on voit presque rien pendant le panoramique, ce qui veut dire qu'on voit grosso modo qu'il y a des guirlandes et des gens qui sont là à Noël, mais on les voit pas vraiment. Un peu comme le personnage qui est détaché du truc et qui les voit sans les voir, quoi. Il est pas content que les gens soient autour de lui, il veut faire sa musique, son machin, etc. Donc, là encore, quelque chose de très très cool, et vraiment, au niveau technique, c'est incroyable. Sauf! Et je vais m'énerver parce que c'est la deuxième fois que c'est un gros problème dans un gros film. Un gros film, il a eu beaucoup de mal à se faire, mais ça va devenir un gros film du coup. Peu importe, film tourné en pellicule, et en anamorphique. L'anamorphique, je vous ai déjà expliqué, c'est ce qui fait du flou déformé. C'est au lieu d'avoir un flou rond, là vous auriez un flou ovale. C'est ce qui fait un flou particulièrement artistique et joli, et qui permet aussi de faire des cadres plus larges, parce que comme on courbe les rayons. Bref, regardez mes bases du cinéma sur sur quoi là, sur les ratios de cadres, c'est encore la même. Et vous aurez ce que c'est que l'anamorphique. Ce faisant, le tournage en pellicule est très compliqué. Parce que le viewfinder, merde, le viseur, des fois j'ai du mal. Le viseur est pas très net, et les retours vidéo qu'on peut avoir sur des vrais écrans sont pas très bons, parce que c'est une caméra placée avec un miroir à côté de la pellicule, et donc on voit à peu près ce qui est sur la pellicule, mais par des jeux de miroirs et de réflexion. Enfin bref, c'est dégueulasse. Donc quand il y a des gros plans, les gros plans sont flous. Parce que c'est pas assez net comme l'image est toute petite, on a l'impression que c'est net, et comme on est en gros plan, et ben en fait le moindre millimètre de défaut de point se voit. Donc si le point il est pas pile poil sur les yeux, mais qu'il est légèrement derrière, là sur les tempes, et ben tout le visage est flou. Complet, parce que l'anamorphique ça rend un flou encore plus gros, donc. Et je suis navré, j'en ai ras-le-bol de voir des films avec des gros plans dégueulasses, simplement parce qu'il y a un mec qui est derrière en train de dire, je vais pas tourner en numérique, c'est pas beau. Ben un plan flou aussi, c'est pas beau. Me gonfle.
Donc voilà, pour un film parfait, avec une belle image, une super photo, un super machin, bah je suis désolé, la 3/4 de tes gros plans sont flous. Y compris, justement, et c'est ça qui est trop, il démarre un gros morceau de comédie musicale, et donc ça commence à être un gros plan séquence, donc je vois le plan séquence et je fais « Ah ouais, c'est beau, et d'un seul coup on arrive en gros plan sur Emma Stone, et là le point est flou, et je me suis retrouvé dans la salle en train de faire le point, et pendant 5 minutes, non pas 5 minutes, c'est 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, on va dire, dans ces eaux-là, entre 15 et 30 secondes. Pendant 15 à 30 secondes, ce qui est énorme pour faire un cinémascope qui est bien in your face dans la grande salle de cinéma, on a le point qui n'est plus bon, et l'image qui est floue. En plein milieu de ton truc super grand, super beau, super machin, super composé, super travaillé, d'un seul coup c'est flou. Il y a un moment, il va falloir abandonner la pellicule, les gars. Enfin, c'est clairement inférieur. Il faut arrêter de se la jouer, mais non, c'est supérieur. Ce qui est beau avec la pellicule, c'est le grain. C'est ce qui donne un grain difforme et tout bizarre, alors que c'est vrai que le numérique, c'est très net. Bah, rajoutez du grain en post-prod, vous me faites pas chier et tournez en numérique. On a des simulateurs de grains qui expliquent que c'est pas la même chose, évidemment, mais je suis navré. On peut plus faire des erreurs comme ça en 2017 sur le point, sur un gros plan. Donc, pour terminer, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est le problème, quoi. C'est un très beau projet, vraiment intéressant, avec quelques petits défauts, et globalement, le projet est pas fait pour moi, donc j'y arrive pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment si intéressant que ça. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de comédie musicale parce qu'on en fait plus. Donc quand il y en a une, généralement, elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Mais ça a beau être du Hollywood et du machin, et c'est pour ça que ça s'est fait repérer, et c'est pour ça que ça va être aussi présent aux Oscars. Je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose d'intéressant à prendre. La romance est pas si intéressante que ça, leur histoire de carrière est pas si intéressante que ça, les personnages eux-mêmes sont pas si intéressants que ça. Les scènes de comédie musicale sont jolies, mais pas si intéressantes que ça. Encore une fois, il y a tout le passage où ils sont, le passage de leur romance là, où j'ai dit il y a pas de chanson, c'est juste une musique. Mais en plus, ils sont sur un espèce de fond étoilé et ça a l'air encore une fois complètement gratuit, si ce n'est que tout à la fin, on y refait allusion dans une espèce de grande scène qui me gonfle parce que pour moi ça résume le film, c'est-à-dire que c'est pas utile. C'est-à-dire que cette scène-là, elle est sympa parce qu'elle te montre et si ça s'était passé différemment. Et t'as envie de te dire bah écoute, si ça s'était passé différemment, fais un autre film. C'est pas le problème, ça s'est passé comme ça, c'est tout. Donc maintenant alors oui, c'est pas le drame, enfin si on le fait pas, on voit pas le drame des personnages, mais je trouve qu'on le voit quand même sans avoir à mettre ce truc-là. C'est là, techniquement, dans le film, je trouve que ça sert à rien de rajouter ce passage à la fin du « et si ». Bah oui, et si, il aurait pu se passer 36 trucs différents, qu'est-ce que tu me fais chier avec « et si ». Ça dit rien de plus sur l'histoire, ça dit rien de plus sur ce qui leur est arrivé, et ils auraient pu le montrer d'une autre façon, ou... Oui, bien sûr, évidemment qu'ils allaient le faire en comédie musicale, mais justement avec une autre scène, une autre chanson, un autre truc, là, ils reviennent sur plein de trucs qu'ils ont déjà vus, et sur plein de... Pour moi, c'est pas très intéressant. Ça apporte rien vraiment de profond ou de sens dans la totalité du film. Donc, c'était prévisible. Et c'est pour ça qu'il faut pas prendre ça au pied de la lettre si vous êtes fan de comédie musicale. Je viens de voir une note, je vous la garde pour la fin. Si vous êtes fan de comédie musicale, vous pouvez aller le voir. Si vous êtes pas fan, c'est pas celui-là qui va vous les faire aimer. Je ne pense pas. Il y a peu de chance. Ça dépend du style de film que vous aimez, après cela dit, hein, mais je pense, si de base vous aimez pas ça, je pense pas que vous allez aimer celui-là, c'est la quintessence de la comédie musicale. C'est-à-dire pour moi la quintessence du truc qui sert à rien. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec le projet La La Land, et oui, c'est techniquement vachement intéressant, mais en dehors de ça, bof. Et ouais, juste pour terminer, c'est... Dans Whiplash, le film d'avant, il y avait J.K. Simmons qui jouait, et qui a l'habitude de jouer des mecs... plutôt bourru et plutôt vieux con, un truc dans ce genre-là. Je crois que c'est le pire acteur à débarquer dans une comédie musicale parce que, genre, il est 2 secondes dans un numéro. Il a un tout petit rôle tertiaire, on le voit vraiment, même pas une minute complète dans le film, mais genre, dans une scène de comédie musicale, il est là 2 secondes. Il m'a fait exploser de rire dans la salle. Vraiment, enfin, pour moi, ce mec ne collait pas au truc. Parce que, il est là, il arrive, il est... Donc il est comme ça, pas content, et vraiment en 2 secondes, il vient à peine de se mettre en place, et d'un seul coup, et d'un seul coup, il est super joyeux, et J.K. Simmons avec le grand sourire en train de faire... C'était génial. C'était génial à regarder. En dehors de ça,
C'était d'un long Damned, donc voilà, c'est pas du tout pour moi, et j'ai pas kiffé, et même si c'est pas un projet que je déteste, c'est un projet que j'ai pas aimé. Et parce que, sur internet il faut le préciser, j'ai pas aimé ça veut pas dire je déteste. C'est pas ma came, clairement. Peut-être que ce sera la vôtre, je l'espère pour vous, en tout cas pas pour moi. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!